Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périgny. C'est l'heure de notre rendez-vous vue de haut avec notre invité Guillaume Bernard, historien du droit, politologue, maître de conférences et auteur d'un livre intitulé « Deux colères fracassées dans l'ignorance » paru aux éditions de l'Homme Nouveau. Bonjour Guillaume Bernard. Bonjour. Merci justement d'avoir accepté notre invitation. Alors dans ce livre, vous traitez donc la question de l'avortement sous une forme très originale puisqu'il s'agit d'un dialogue théâtral entre une femme et son enfant à naître qu'elle envisage d'avorter. C'est une joute verbale avec les arguments que l'on retrouve évidemment dans la réalité. Comment est né ce projet ? Écoutez, je crois qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que je renoue depuis quelques années avec des goûts et des ambitions de jeunesse pour la littérature. J'ai publié en 2021 avec Corentin Stemler une pièce de théâtre sur Napoléon et la Vendée qui s'appelle L'Empereur et les Brigands, qui est aux Nouvelles Éditions Latines. Et puis, j'ai d'autres travaux en préparation. Donc, j'ai l'intention, je ne vous le cache pas, de persévérer dans cette voie littéraire que j'avais abandonnée il y a 25 ans, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, et j'ai eu un déclic. Disons que la question de la construction d'une œuvre littéraire fait partie aujourd'hui de ma vie, de ma psychologie. Bon. Il y a une deuxième raison à ce livre, c'est que j'ai connu quelques difficultés professionnelles il y a quelque temps et je n'étais pas du tout capable de me mettre au travail pour rédiger des articles universitaires, académiques, mais le fait, je dirais, de prendre des personnages, d'opposer des arguments certes doctrinaux, mais aussi de mettre en scène des sentiments, des émotions, des rapports de force. Ça m'a parlé et j'en étais pour le coup capable. Et puis enfin, il y a une troisième raison, évidemment, et c'est celle que vous avez directement évoquée, c'est un dialogue. Il m'est apparu que pour traiter un sujet aussi dur humainement et idéologiquement que l'avortement, le fait d'opposer le pour et le contre de manière loyale, ça rendait, je dirais, le débat plus accessible au grand nombre et moins agressif. Ça permettait d'utiliser une forme littéraire qui adoucit dans le fond la velléité ou la crudité de certains propos. Parce qu'évidemment, lorsqu'on évoque l'avortement, il faut évoquer la sexualité, le féminisme, la pornographie, etc., tout un ensemble de sujets qui ne sont pas forcément simples à traiter de manière élégante. Et sous une forme littéraire, sous la forme d'un dialogue théâtral, eh bien, je crois que ça donne un meilleur résultat que si j'avais fait un essai politico-juridique. Donc voilà, des raisons très personnelles que je ne cache pas aux auditeurs de Radio Courtoisie et aux YouTubers qui regarderont cette émission parce que ça fait partie tout simplement de ma vie. Et puis des raisons, je dirais, plus pragmatiques, l'efficacité d'un débat qui me semble être lancinant et qui n'est, à mon sens, pas suffisamment bien traité et sérieusement traité. Et voilà ce que j'ai donc essayé de faire avec cet ouvrage. Alors, on va parler évidemment du désir d'Emmanuel Macron d'inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans l'Ohio hier. Les habitants de cet État américain ont voté pour l'inscription de l'IVG dans leur Constitution à plus de 57% des suffrages. En France, ce débat n'est pas nouveau et j'aimerais qu'on revienne d'abord sur la loi portée par Simone Veil en 1975. Écoutez cet extrait de son discours à l'Assemblée nationale, c'était en novembre 1974. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager ? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Dans cet extrait, Simone Veil ne loue pas le recours à l'IVG, mais au contraire en parle de façon assez grave. Guillaume Bernard, qu'est-ce qui a changé depuis 50 ans dans ce combat pour le recours à l'avortement ? Pourquoi le débat s'est-il radicalisé ?
Qu'est-ce qui a changé? C'est que ce qui était une exception est devenu une règle. Je crois qu'évidemment, on peut aujourd'hui considérer que l'avortement est devenu un énième moyen de contraception artificielle. Effectivement, on peut parler d'avortement de confort. Alors, comprenez bien, hein, moi, ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'est de présenter les arguments en présence le lecteur tirera de la lecture ce qu'on appelle le dictum. Hein. Il y a le pro, il y a le contra, il y a le dictum. Mais pour répondre à votre question, il est clair que il y a aujourd'hui un glissement. Ce qui était une liberté accordée à des femmes dans certaines circonstances est devenu un quasi-droit et même un droit créance, dans le sens où les femmes pourraient exiger de la société, des pouvoirs publics et peut-être même des médecins eh bien qu'ils accèdent à leurs demandes, qu'ils soient contraints de procéder à un avortement, même si par ailleurs, eh bien le contribuable que je suis ou que vous êtes n'a pas forcément envie d'y participer financièrement, ou que le médecin n'a pas forcément envie de participer à cet acte. Donc on a un double glissement, d'une part un glissement d'une exception qui est devenue une règle, une habitude, et d'autre part le fait qu'une liberté est devenue un droit créance. Et c'est exactement ce que la Cour européenne des droits de l'homme a mis en place dans sa jurisprudence à propos de l'euthanasie. Et c'est exactement ce que LFI d'abord, puis le président de la République, en reprenant la proposition LFI, veulent faire, c'est-à-dire qu'ils vont inscrire une liberté, entre guillemets, dans la Constitution, mais d'une certaine manière, cette liberté, parce qu'elle sera constitutionnalisée, deviendra un droit créant sur la société, et donc une obligation pour toute la société de participer à l'avortement. Autrement dit, on viole nos consciences. C'est pas une liberté des femmes qui va être inscrite dans la Constitution, c'est le fait que l'on pourra violer la conscience de tous ceux qui ne veulent pas y participer, qui sera véritablement constitutionnalisé. Alors, avec la consécration de cette liberté fondamentale, peut-on dire que l'idéologie a définitivement triomphé sur la norme ? Écoutez, Allez-y. Allez-y. Pardon, je vous en prie. Non, parce que j'allais vous dire, en fait, c'est exactement ce que vous venez de dire, en fait, c'est qu'on passe du statut de recours au sujet de l'avortement à celui d'acte commun. Oui, mais si vous voulez, je crois que rien n'est définitif. Hein. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y avait une jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis qui obligeait les États fédérés à légaliser l'avortement, et finalement, la Cour suprême a reconnu l'année dernière que, c'était une liberté de chacun des États. Ça n'était pas une faculté fédérale, mais une faculté qui dépendait des États fédérés. Chacun des États fédérés a la possibilité d'autoriser ou non l'avortement. Il n'y a jamais de choses qui soient véritablement définitives. Et je pense que justement, s'ils veulent constitutionnaliser l'avortement, c'est tout simplement parce qu'ils voient bien qu'il y a un début de retournement de l'opinion. Alors, je ne suis pas naïf, hein, je ne vous dis pas qu'il y a aujourd'hui une majorité de Français qui s'opposeraient à l'avortement. Mais en revanche, il y a quand même, et en particulier dans les jeunes générations, des personnes qui se posent des questions et qui finalement se rendent compte que l'homme n'est pas tout puissant, que l'homme n'a pas une liberté sans limite, qu'il existe un ordre cosmologique des choses, et qu'il y a une nature générale et une nature humaine qui est sans doute à respecter. Et je pense que c'est de la surenchère idéologique, parce qu'ils sentent bien qu'il y a dans l'opinion publique toujours un flottement. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle la loi de l'imitation, c'est-à-dire que la plupart des gens aujourd'hui n'oseront pas d'eux-mêmes se prononcer contre l'avortement. Mais en revanche, s'il y a des voix qui se lèvent, il y a un certain nombre de personnes qui oseront effectivement émettre des doutes, et c'est, je crois, du devoir de ceux qui considèrent que l'enfant à naître est innocent, que de parler, de sans cesse répéter les choses, de témoigner, pour effectivement éviter que ce qui est dominant dans la société ne prétende pas disposer d'une complète légitimité.
Alors Guillaume Bernard, je rappelle que vous êtes l'auteur de Deux colères fracassées dans l'ignorance, paru aux éditions de l'Homme Nouveau. 22 millions d'avortements pratiqués dans le monde chaque année, selon l'OMS. Et en 2022, 234 000 avortements ont eu lieu en France, en augmentation de 7%, soit un quart des naissances potentielles dans notre pays. Que dire de cette proportion ? C'est absolument monumental. Enfin, je ne sais pas si les gens se rendent compte, et c'est pour ça que vous avez bien raison de rappeler ces chiffres, que c'est absolument colossal en termes quantitatifs. Bien entendu, chaque avortement est qualitativement un drame, mais quantitativement, ça tend à montrer que nous sommes dans une automutilation de l'humanité et dans ce que on pourrait, dans certaines circonstances, qualifier de génocide, parce que c'est une politique délibérée de la part des pouvoirs publics dans la plupart des pays que de créer les conditions juridiques pour qu'on puisse avoir recours à un avortement, de le financer, de le rembourser, d'intimider ceux qui veulent s'y opposer. Et donc, dans la mesure où c'est une politique délibérée, même si chacun des avortements est fait de manière individuelle, eh bien, il y a là une politique publique qui assume le fait qu'on élimine ceux des êtres qui sont les plus fragiles et qui sont totalement innocents. Je le répète, c'est un terme qui m'apporte énormément. Je ne fais pas partie de ceux qui défendent le principe de la vie en général et de manière abstraite, mais qui défendent la vie innocente des enfants à naître, parce que justement, ils n'ont commis aucun acte qui justifie que la rétribution de cet acte soit leur élimination. Donc, oui, ces chiffres sont monstrueux, et si vous permettez juste une petite incise, enfin, je dirais une petite conséquence, je crois qu'il faut être conséquent. On ne peut pas d'un côté se dire qu'il y a une immigration massive qui vient peupler les pays occidentaux, et en même temps ne pas comprendre que c'est le déficit de naissance, que c'est le trou démographique qui attire évidemment ces masses migratoires. Ce n'est pas la seule cause, mais c'est l'une des causes qui explique évidemment qu'il y a cet appel d'air. Donc c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le dialogue, dans Deux colères. Il y a tout un ensemble de sujets démographiques, idéologiques, sociétaux, culturels, économiques, qui se tiennent les uns aux autres. On ne peut pas traiter la question de l'avortement uniquement sous un angle extrêmement restreint, qui est uniquement la question de la gestation de l'enfant. Il y a tous les sujets se tiennent, et il faut essayer de montrer la cohérence de l'une ou de l'autre des positions. Alors dans votre livre, je le disais tout à l'heure, vous déployez tous les arguments du pour et du contre l'avortement. Et si vous le permettez, à la page 81, il y a ce passage de l'enfant que je vais lire. L'on peut se suicider, détruire sa vie par un choix délibéré ou bien par folie, mais celui qui n'en a pas ou plus l'aptitude ne peut obtenir même par sollicitude qu'un tiers le fasse à son gré en ses lieux et places. Le lui accorder dépasserait toute grâce, nul ne transfère à autrui le droit qu'il n'a pas. Y a-t-il dans ces mots, enfin je pense que oui d'ailleurs, un écho à un autre sujet qui désigne toujours le droit de vie ou de mort sur autrui, je pense à l'euthanasie. Le projet de loi sur la fin de vie sera étudié début 2024. De quoi est-ce le symptôme finalement ? Est-ce que notre rapport à la mort a changé ? Je crois que d'abord merci effectivement de la lecture de ce passage, parce que ça donne un exemple, je dirais, aux auditeurs et aux youtubeurs de ce qui est dans ce livre. Vous voyez, j'essaye de dire les choses rapidement, sans s'apesantir, mais en les disant clairement et donc de manière non agressive. Oui, il est bien évident que, comme nous le disions à l'instant, toutes les questions de bioéthique se tiennent. Et que, je le dis fermement, on pourra difficilement lutter contre la PMA, la GPA, l'euthanasie si on ne remonte pas à la cause de toutes ces évolutions, c'est l'avortement. Alors oui, bien entendu, j'évoque ici la question de l'euthanasie. Et qu'est-ce qui est derrière tout cela ? Aussi bien l'avortement individuel que le suicide collectif par la stérilisation que certains jeunes semblent vouloir envisager, ou l'euthanasie des vieux et des malades. Eh bien, c'est le nihilisme. C'est le fait de considérer que le non-être serait préférable à l'être.
c'est le fait de nier que dans la nature, l'ordre cosmologique des choses, ou dans la nature de l'homme, eh bien, le principe du jaillissement, le principe de la puissance qui pousse, ce que les anciens Grecs appelaient la physis, eh bien que c'est de nier ce jaillissement et cette puissance de vie. C'est le nihilisme et c'est l'esprit qui nie, c'est l'esprit qui dénie, c'est l'esprit qui détruit. Et je crois que il y a aussi, bien évidemment, derrière toute cette culture de mort, eh bien, un esprit malin qu'il faut désigner et qu'il faut combattre. Vous comprenez ce refus des jeunes d'avoir recours à la stérilisation, de ne pas vouloir d'enfants? Vous comprenez ce nihilisme? Alors écoutez, je pense que... Non, alors je ne l'approuve personnellement pas, mais je l'évoque naturellement dans le livre, parce que, bien sûr, il y a une exploitation de l'éco-anxiété, comme on dit maintenant. Hein. Le fait que, eh bien, la toute-puissance, ou disons la prétention de l'homme à la toute-puissance, a conduit à nier l'existence d'un ordre naturel, et a donc, évidemment, en partie, c'est pas la seule cause, mais en partie provoquer des dysfonctionnements dans l'environnement. Le problème, c'est que cette vision très matérialiste et très subjectiviste des choses, eh bien, on y répond par un autre excès inverse. Le fait, évidemment, de ne pas, de considérer que l'homme est un parasite pour la nature. Alors, on a eu la société technoscientifique qui a voulu affirmer que l'homme était tout puissant et qu'il n'avait pas à prendre en considération l'ordre des choses. Et de l'autre côté, maintenant, réaction excessive dans le sens inverse, mais toujours une réaction matérialiste, considérait l'homme comme un parasite de la planète et de la nature. Donc, je crois que ces deux excès sont à rejeter et qu'il faut essayer justement de montrer aux jeunes générations que ce n'est pas de l'altruisme que de ne pas vouloir d'enfants. C'est de l'égoïsme, c'est vouloir garder la vie pour soi et ne pas vouloir la transmettre. C'est ne pas avoir confiance, c'est faire preuve d'une certaine manière aussi de lâcheté. Donc face à la toute-puissance technoscientifique et face au masochisme qui considère que l'homme est un parasite de la planète, eh bien, il faut faire valoir la puissance de la vie, la physis des Grecs anciens, l'altruisme et le don de la vie. Je rappelle que du point de vue de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. On est vraiment à des années-lumière des projets de loi et de constitutionnalisation évoqués par Emmanuel Macron aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais la seule chose, c'est que là aussi, nous sommes en face d'un glissement, c'est-à-dire que, et je le dis à mes amis qui sont, je dirais, des défenseurs de la vie, il faut bien qu'ils fassent attention sur le fait que, bien sûr, on peut se battre pour la défense de la vie sous l'angle de l'humanité de l'enfant à naître, mais il y a un glissement idéologique qui s'est opéré et que j'essaye notamment de montrer dans le livre. C'est qu'aujourd'hui, dans le fond, les défenseurs de la culture de mort considèrent que l'humanité, ce n'est pas dans sa biologie, ça n'est pas dans son esprit, ça n'est pas une ontologie. L'humanité, ce serait simplement la capacité de l'être à exercer sa liberté. Et donc, finalement, si l'enfant à naître n'est pas reconnu comme un être humain innocent, si le malade comateux ou le malade en fin de vie n'est pas vraiment considéré comme étant encore humain et innocent, eh bien, c'est parce qu'ils ne peuvent pas exercer leur liberté. Donc, il faut bien faire attention. Aujourd'hui, je crois que le débat entre les pro et anti-avortement, entre les défenseurs de la dignité que sont les défenseurs de la vie et les opposants à l'euthanasie et les autres, porte moins aujourd'hui sur la nature ontologique de l'homme que sur justement la question de la liberté. Les défenseurs de la culture de mort réduisent l'humanité à l'exercice de la liberté. Et d'ailleurs, c'est le même thème qu'on retrouve avec la théorie du gender, c'est-à-dire je suis un être humain parce que je peux choisir mon genre, choisir mon sexe, choisir mon identité sexuelle, et si vous m'empêchez de le faire, vous me niez dans mon humanité. Eh bien, à l'inverse, ils disent, puisque l'enfant à naître n'est pas libre, n'est pas autonome, il ne respire pas seul, ou parce que le malade comateux, eh bien, a besoin d'une aide médicale, eh bien, ils ne sont pas véritablement humains. Donc, je crois qu'il faut vraiment bien faire attention aux arguments d'en face pour pouvoir être efficace dans sa propre stratégie. Et c'est pour cela, je le répète, que tous ces thèmes, j'ai essayé de les aborder et de les aborder de manière loyale avec les arguments pro et contra.
Dans l'Église aussi, les choses bougent. Dans une lettre apostolique publiée par le pape François en 2016, ce dernier concède à tous les prêtres, en vertu de leur ministère, la faculté d'absoudre le péché d'avortement. Alors là, on va vraiment sur un autre terrain. Il faut savoir que dans l'Église catholique, l'absolution pour un avortement était jusque-là du ressort de l'évêque diocésain. Selon vous, cette décision relève de la dérive idéologique ou du progrès, pour ne pas dire, alors, en des termes un petit peu maladroits sans doute, d'un élargissement de la miséricorde ? Alors écoutez, je dois dire que je n'ai pas lu ce texte, donc je vais être extrêmement prudent dans ma réponse. Je vais vous donner une réponse déjà très générique. Il faut, en lisant ce texte, et je le ferai rapidement parce que vous me l'indiquez, et je crois que c'est effectivement intéressant, il faut bien faire attention dans la formulation du texte, si c'est une évolution d'ordre doctrinal ou si c'est une évolution d'ordre simplement pastoral. Et c'est très bien qu'avec le pape François, on est toujours à la lisière des deux, et c'est très très difficile effectivement d'analyser ses propos. Sans doute peut-on lui reprocher justement de ne pas prendre suffisamment de précautions pour bien dire clairement que la chose relève du pastoral ou du doctrinal. Ceci étant dit, je crois que le magistère de l'Église ne peut évidemment pas évoluer sur une telle question. Le fait d'éliminer un être innocent, et j'insiste, c'est justement le fait qu'il soit innocent qui fait que ce serait c'est un acte inadmissible, et c'est un acte, injustifiable, parce que la prohibition naturellement de la mort et de la peine de mort, ça n'est pas au regard, ça n'est pas pour ceux qui concernent les coupables dont les actes doivent être rétribués, mais ça concerne évidemment les innocents. Et donc par conséquent, je crois que tous ceux qui ont pleine conscience, bien sûr, pleine conscience de ce qu'ils font, eh bien, et adhèrent à la faute morale qu'est l'avortement, sont normalement excommuniés, latés, sentenciés. Bon, donc automatiquement, sans qu'il y ait de prise de décision. Et donc, il faut bien faire attention, je crois, au texte du souverain pontife. Est-ce qu'il ne parle pas des personnes qui auraient procédé à un avortement sans avoir conscience véritablement qu'ils éliminent un être humain innocent? Voilà, j'avoue que je marche sur des œufs, que je ne suis pas tout à fait précis dans ma réponse, mais il est clair que ce type de texte ne peut que semer le trouble et sembler autoriser les personnes à procéder à des avortements, alors que il me semble que évidemment ça n'est pas admissible. L'enfant qui serait mort sans baptême, eh bien ne pourrait a priori pas atteindre la vision béatifique la plus élevée. On ne sait naturellement pas ce que Dieu fera. Peut-être qu'il ne fera pas durer et perdurer les limbes, je dirais ad vitam aeternam, mais en revanche, évidemment, c'est une énorme responsabilité, aussi bien sur Terre que dans l'autre monde, que d'éliminer un enfant et de ne pas lui permettre d'être baptisé. Et donc, par conséquent, en aucun cas, moi, je ne pourrais justifier et absoudre quelqu'un qui ferait un avortement délibérément dans le but de nuire. Dans le même thème, cette semaine se tenait aussi l'assemblée plénière d'automne de la Conférence des évêques de France. Et Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort a manifesté son inquiétude à l'égard de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, en estimant que l'avortement, dont la décision est rarement un choix de pleine liberté, ne peut être compris sous le seul prisme des droits des femmes. Ah oui, alors là pour le coup, je trouve que la phrase est très claire. Il y a deux éléments qui sont très importants. C'est un, que la décision d'avorter est très souvent prise sous la pression d'un employeur, la pression de la famille, la pression d'un compagnon, voire peut-être même d'un époux qui ne veut pas de l'enfant, ou même fait du chantage en disant je ne reste avec toi que si tu ne gardes pas l'enfant. La femme est évidemment très souvent contrainte, et qui plus est évidemment si en plus elle a subi un viol. Bon, donc là effectivement très souvent, et il faut le dire très clairement, la femme qui avorte souvent est conduite
à faire cela sous la pression de la société. Et nous sommes tous, d'une certaine manière, des acteurs de ce drame qu'est l'avortement. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le dialogue, le lecteur, la société sont assez souvent prises à partie. Et puis il y a un deuxième élément dans la phrase du président de la conférence des évêques de France. Je voudrais pas travestir ce qu'il a dit, et vous me corrigerez si je le travestis ou si je ne l'ai pas bien compris. C'est le fait de dire que l'avortement est une pratique qui devient finalement une habitude, alors que ça devrait être un drame. Est-ce que vous pardonnez-moi, j'ai perdu un peu le fil de ma pensée. Je ne me souviens plus de la deuxième partie de la phrase. Je vous la relis. L'avortement, dont la décision est rarement un choix de pleine liberté, ne peut être compris sous le seul prisme des droits des femmes. Alors voilà, bien sûr, et c'est exactement. Et c'est là où entre en jeu un deuxième aspect des choses, c'est le fait que, bien entendu, la femme, c'est la femme, mais l'enfant à naître, il est le fruit de la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule, et il est un être singulier. Et quand j'entends les partisans de l'avortement dire mon corps, mon choix, peut-être, mais dans ce cas-là, le corps de l'enfant, n'appartient pas comme une chose, à la femme qui le porte. Il y a une singularité de l'enfant à naître qui est présente dès la conception, le code génétique, n'est-ce pas, la singularité de la personne qui est en train de se développer, est présente dès le début, et donc par conséquent, il faut prendre en considération que l'avortement, c'est une relation d'altérité entre la mère et l'enfant, entre la mère et la société, entre la société et l'enfant. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai imaginé ce dialogue hypothétique, certes, mais en fait correspondant à une vraie réalité sociale, ce dialogue entre la mère et l'enfant à naître. Alors, il nous reste 1 minute, Guillaume Bernard. Une dernière question. Faut-il sensibiliser les jeunes à la question de l'avortement, et comment faire ? Très rapidement. Moi, je crois qu'effectivement, il faut le faire, mais surtout, je crois qu'ils sont susceptibles de l'être très directement, parce que tout simplement, les adolescents et les jeunes adultes se posent plein de questions sur leur sexualité, sur leur vie amoureuse, et donc évidemment viendra la question de savoir, et si un enfant est en gestation, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, accueillons la vie et faisons confiance à la Providence et à l'avenir. Merci beaucoup Guillaume Bernard. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Deux colères fracassées dans l'ignorance », publié aux éditions de l'Homme Nouveau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous suivrons évidemment avec vous l'évolution de ces projets de loi et de cette inscription ou non de l'IVG dans la Constitution. À bientôt.